Alors, on va vous garder Damien Burns jusqu'à 17h30 puisqu'il faut qu'on vous libère à 17h30 heure de Paris. Et je vous propose, Jérôme, d'élargir le cercle pour débattre de la place que vont pouvoir se faire les nouveaux entrants sur le marché mondialisé des médias. Merci d'accueillir en duplex de Nantes Luc Arondel. Il est directeur de recherche au CNRS, professeur associé à l'école d'économie de Paris, responsable du séminaire football et sciences sociales. Et puis le journaliste spécialiste des médias dans le groupe L'équipe, Étienne Moati. Et Jérôme, les 5000 connectés qui suivent Média en scène vont pouvoir interagir avec vous. Vous serez le relais, Jérôme, via votre tablette de leurs questions. Voilà, vous l'avez en main. Je vous laisse donc la parole. Je l'ai en main et j'attends vos sollicitations, vos questions pour nos invités. Damien Burns qui est resté avec nous, Luc Arondel que je salue et Étienne Moati. Bonjour à tous les trois. Encore de la place pour de nouveaux entrants sur le marché du sport. C'est notre question. C'est une question évidemment d'actualité pour le football français, Étienne Moati, puisqu'il y a un nouvel entrant qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est le groupe sino-espagnol Mediapro qui diffuse la Ligue 1 et la Ligue 2 depuis quelques mois, mais qui connaît quelques difficultés de trésorerie et qui n'honore pas en ce moment ces échéances. Alors il y a une particularité évidemment autour de Mediapro, mais il faut dire aussi, Étienne, vous qui suivez l'actualité des médias pour l'équipe depuis de nombreuses années, que c'est difficile pour les nouveaux acteurs de rentrer sur ce marché français. Mediapro n'est pas le premier à se casser les dents, si je puis dire. Sans vouloir inquiéter encore un peu plus Mediapro, on a même le sentiment que c'est quasiment impossible, parce que si on regarde un petit peu l'histoire récente, on va dire en tout cas sur une vingtaine d'années, de ceux qui ont tenté de se faire une place sur ce marché-là et de diffuser la Ligue 1 française, et ben, tout le monde s'est cassé les dents. Si vous remontez à 1999, vous aviez le bouquet TPS et c'était pas rien. Il y avait TF1 et M6 qui étaient actionnaires de ce bouquet-là et qui ont tenté un petit peu de venir concurrencer CanalSat. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont acheté de la Ligue 1, ils se sont cassés les dents. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont fini par être repris par Canal. Vous avez eu plus tard Orange qui est venu essayer aussi de se faire une place. Ça a duré quelques années sans grand succès et eux aussi ont arrêté. Et puis plus récemment, vous avez eu beIN Sport avec des actionnaires extrêmement forts et puissants, l'État du Qatar. Et ça a été un demi-succès, mais pas suffisamment pour gagner de l'argent. Ils en ont perdu beaucoup, autour d'1 milliard d'euros. Donc même pour le Qatar, c'est beaucoup d'argent. Et finalement, Canal+ a repris beIN Sport et distribue de manière exclusive les offres de beIN. Voilà. Et aujourd'hui arrive Téléfoot, la chaîne de Mediapro. Il n'y a même pas eu besoin de plusieurs mois. Au bout d'un mois, ils ont déjà arrêté de payer, considérant que c'était des sommes trop importantes et que même s'ils ne l'avouent pas complètement, le succès n'est pas au rendez-vous. 800 millions d'euros par an payés par Mediapro pour diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2. Luc Arondel, je me tourne vers vous. C'est lié cette difficulté à rentrer sur le marché français à la place qu'occupe historiquement Canal+. Bien, le marché français peut-être est trop petit. Comment on explique cette difficulté pour les nouveaux acteurs à entrer sur ce marché des droits de télévision en France ? Alors moi, c'est vrai que contrairement à ce qui se dit un petit peu en ce moment, c'est-à-dire qu'effectivement que le marché, la demande serait peut-être un peu moins forte, etc. Moi, par rapport aux enquêtes que je regarde, etc., c'est pas le cas. Il y a toujours un marché qui est potentiel. Il y a toujours autant de gens qui sont... Alors, il y en a qui disent qu'effectivement que les milléniums seraient moins intéressés par le foot. Enfin, la génération des milléniums, c'est-à-dire la génération, on appelle la génération Y, c'est-à-dire les plus jeunes, seraient moins intéressés par le foot. C'est pas trop ce qu'on voit. Donc, il y a quand même un marché potentiel. Si on regarde la consommation alors de sport en général à la télé, enfin, la sport devant un écran, le temps passé devant un écran, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a autant de minutes passées par les générations millénium ou non millénium. Alors, ce qui est en train de changer, peut-être, alors effectivement, c'est la consommation de live est peut-être un peu moins importante chez les plus jeunes, mais qui est compensée et même surcompensée par une consommation qu'on dit les highlights, quoi, les grands moments. Et c'est vrai que globalement, il n'y a pas je note pas un désintérêt du football parmi les nouvelles générations.
Alors, ce qui est en train de changer, et je pense que par rapport à votre question, qui concerne les nouveaux entrants, c'est la forme, c'est la façon, c'est la façon de le consommer. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que c'est plus effectivement la consommation de foot à la télé traditionnelle, mais que ce soit en live ou en highlight, eh bien, elle est en train de. C'est vrai que c'est cette consommation-là qui est en train de diminuer, et au profit plutôt d'une consommation, ce qu'on appelle le over the top, c'est-à-dire d'OTT ou bien par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et c'est là qu'on peut se poser la question des difficultés de Mediapro. Est-ce qu'effectivement Mediapro n'a pas été construit sur un modèle qui est un petit peu dépassé aujourd'hui? C'est peut-être ce qui est en train d'expliquer les difficultés de Mediapro pour trouver des abonnés. Mais ce sont des difficultés, Étienne Moati l'a rappelé, qu'ont connues d'autres opérateurs précédemment. Est-ce qu'il y a une spécificité française de ce point de vue-là? Non, mais je pense que c'est vraiment plutôt. Je pense que autant je pense pas qu'il y ait un désintérêt pour le foot, et ce serait vraiment une révolution, parce qu'effectivement, c'est des choses qui, au niveau séculaire, on observe. Au niveau séculaire, ça a toujours augmenté. Alors c'est pour ça que ça sera toujours le cas. Mais enfin bon, c'est quand même un peu rapide de dire qu'il y a un désintérêt pour le foot. Simplement, c'est vrai que peut-être que parmi les nouvelles générations, il y a une façon différente de le consommer. Et il est possible, moi j'en sais rien, mais il est possible que Mediapro n'ait pas basé son modèle sur ces nouvelles formes de consommation. Mediapro, Étienne Moati, avait des objectifs très ambitieux. Trop ambitieux, sans doute. En termes d'abonnés, au-delà de 3 millions d'abonnés pour parvenir à l'équilibre. Jamais une chaîne n'a réussi à avoir autant d'abonnés, une chaîne 100% sport. L'arrivée de Mediapro sur le marché a beaucoup surpris, a surpris vraiment tout le monde quand ils sont venus il y a 1 an et demi acheter les droits de la Ligue 1 pour faire dépasser le 1 milliard d'euros par an. Franchement, personne n'a véritablement compris. Le business plan paraissait extrêmement ambitieux, trop ambitieux sans doute, sur un marché surtout qui est extrêmement saturé, parce que vous avez encore aujourd'hui Canal+, évidemment, vous avez toujours beIN Sport qui existe, vous avez RMC Sport qu'on n'a pas cité pour le moment, mais qui a essayé de se lancer avec beaucoup de moyens et qui est aujourd'hui en train de réduire très très sérieusement la voilure. Qui diffuse toujours la Ligue des Champions. Absolument, cette saison. Et puis donc le nouvel entrant, Téléfoot, la chaîne de Mediapro, pour un pays comme la France, qui n'est pas le pays le plus sportif d'Europe, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Donc c'est vrai que ce modèle-là a surpris. On a pu penser que Mediapro venait peut-être faire un peu de trading avec ces droits-là, espérant revendre encore plus cher ce qu'ils avaient acheté, mais ils l'ont acheté tellement cher que ça paraît totalement impossible de le revendre plus cher. Donc au bout du compte, personne n'a véritablement compris ce qu'ils sont venus faire là. Ce n'étaient pas des gens qui fabriquaient des chaînes et qui avaient une chaîne en France, avec en effet 3,5 millions d'abonnés donc, comme objectif. Aujourd'hui, si on suit Jaume Arourès, le président de Mediapro, ils sont autour de 600 000. Et puis surtout, ils ont arrêté immédiatement de payer parce que la facture est extrêmement importante et ils sont très 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 loin de rentrer dans leur compte. Le foot français, Luc Arondel, vaut-il 1 milliard d'euros par an? C'était l'objectif poursuivi par les dirigeants du foot français quand on compare avec le foot anglais, le foot allemand ou le foot espagnol. C'est ça au fond la question? La question, c'est marrant. Pour un économiste, effectivement, de toute façon, c'est la valeur que vaut un championnat, c'est la valeur donc, du marché. Donc, théoriquement, effectivement, on dit, bon, si on a trouvé un acheteur à 1 milliard, bon, ça c'est que ça vaut 1 milliard. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça. Je pense qu'effectivement, ce qu'il y a eu, c'est que c'est la procédure d'attribution des droits est quand même très spécifique. C'est-à-dire que c'est une procédure d'enchère au plus offrant. Et donc, il est sans doute vraisemblable que l'offre de Mediapro était surestimée par rapport à la rentabilité que pouvait avoir la Ligue 1. Donc, c'est de ce côté-là, je pense qu'il y a sans doute eu une surévaluation de la Ligue 1. C'est de la part, effectivement, de Mediapro. Alors, à travers ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que peut-être que ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est de revendre un petit peu les droits mais effectivement, c'est ce qu'on appelle, en économie, on appelle ça la malédiction du vainqueur, quoi. C'est le fait que dans une procédure d'offre, vous faites une offre qui est sans doute surévaluée par rapport à la vraie valeur du produit. Et c'est sans doute ce qui s'est passé à travers Mediapro, même si peut-être qu'ils avaient basé leur rentabilité, la rentabilité de leur modèle sur une revente des droits à d'autres intervenants, à d'autres entrants, etc. Alors,
à leur décharge, il y a eu aussi, même si il y avait beaucoup d'experts qui disaient que c'était sans doute le championnat sans doute trop évalué. Il y a aussi, il faut pas le nier, il y a aussi la crise sanitaire, la crise du Covid qui est venue un petit peu renchérir ce côté-là. Mais néanmoins, si on regarde sur l'évaluation, donc à travers les différents experts, c'est vrai que visiblement la valorisation du championnat a été surestimée au moment de l'enchère. On se rapprochait plus du côté effectivement de 800 millions, des choses comme ça, un petit peu voilà, si on le compare par exemple au championnat allemand, qui est un peu valorisé au même prix, c'est 1 milliard, on est quand même, je pense que la Ligue 1 se situe un petit peu en dessous de ce championnat allemand. Si on parle de nouveaux entrants, Luc Arondel, c'est parce qu'il y a un acteur historique, Étienne Moati, c'est Canal+. Quel rôle est-ce qu'il joue aujourd'hui dans cette crise ? Canal+ avait enchéri, mais a été battu par Mediapro, n'a conservé qu'une petite partie de la diffusion des matchs de Ligue 1. Au départ, il n'avait même rien conservé du tout. Il était sorti bredouille de cet appel d'offres et finalement, donc, ils ont racheté le lot de beIN Sport et donc aujourd'hui, ils ont 2 matchs par journée de championnat. Quel rôle joue Canal aujourd'hui ? Est-ce que Canal est le prétendant naturel au rachat des droits si Mediapro devait céder ses droits dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois ? La Ligue de football attend que Canal+ soit son sauveur aujourd'hui parce que ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à présent, les nouveaux entrants qui sont venus sur la Ligue 1, ils se sont tous cassés les dents, mais ils ont tous honoré leur traite. Et ça, durant la totalité de leur contrat, des contrats de 4 ans. Donc la grande nouveauté, c'est que vous avez un nouvel entrant qui arrive et qui, lui, au bout d'1 mois, arrête de vous payer. Donc je veux bien qu'il y ait la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'au fond, les autres perdaient de l'argent, mais ils payaient. Ils payaient, c'est-à-dire ils honoraient leur contrat et donc une fois qu'ils arrivaient au terme du contrat, ils ne renouvelaient pas forcément ou ils tentaient d'avoir une baisse sur le contrat, mais ils honoraient leur traite. Donc comme je le dis, la grande nouveauté, c'est que là, Mediapro arrête de payer tout de suite et que donc les clubs français aujourd'hui, parce que c'est ça aussi ce qu'il y a dans cette histoire, sont au port du dépôt de bilan pour beaucoup d'entre eux. La traite du mois d'octobre n'a pas été payée, celle du mois de décembre ne le sera pas et donc la Ligue se retrouve en effet face à un seul acteur, qui est l'acteur historique, c'est Canal+, mais qui va forcément donc dicter son prix. Et donc on peut raisonnablement penser que le milliard d'euros restera un rêve. Ça, c'est une illusion. Voilà, une illusion et que le foot est en train de se réveiller de ce rêve ou de cette illusion. Luc Arondel, le rôle de Canal, il faut rappeler que c'est le diffuseur historique du football français. Oui, donc a priori, ce qui a l'air de se négocier, là, c'est effectivement une reprise au moins du match du dimanche soir par Canal. Oui, c'est un acteur historique. C'est effectivement, rétrospectivement, on peut penser que Canal avait plus ou moins bien évalué effectivement le championnat, puisque je crois qu'ils ont limité puisque c'est une procédure en chair, ils ont limité un petit peu leur offre. Donc finalement les faits leur donne raison, quoi. Alors c'est vrai que maintenant, ce qui est un peu inquiétant et ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le fait que les clubs de foot donc ont une grosse partie de leur budget qui est financé par les droits télé. Les budgets prévisionnels ont été faits en fonction de cette augmentation des droits TV, c'est-à-dire une augmentation de 60% des droits TV, ce qui fait qu'effectivement pour certains clubs et notamment les plus modestes, finalement, les droits TV représentent une très très grosse part de leur budget, avec donc des négociations de salaires qui ont suivi, etc. Et donc c'est vrai que le non-paiement de Mediapro risque effectivement de poser de gros problèmes de trésorerie au foot français, notamment pour le paiement des salaires, puisque c'est le principal poste budgétaire des clubs de foot. Avec, on le rappelle aussi, des recettes billetterie qui sont à zéro depuis plusieurs semaines, compte tenu du huis clos qui est imposé aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Je voudrais avoir le regard de Damian Burns, vice-président de Twitch, qui est en ligne avec nous depuis Londres. On parle des nouveaux entrants sur ce marché du sport, du football en l'occurrence. Alors Mediapro en est un, avec un modèle peut-être un peu daté, un peu ancien, nous disait Luc Arondel à l'instant. Est-ce que Twitch, dans les prochaines années, Damian Burns, pourrait diffuser des matchs de Première Ligue, de Ligue 1? Après tout, vous avez diffusé des matchs amicaux de l'Olympique de Marseille en pré-saison. Est-ce que vous pourriez être candidat à des appels d'offres dans les années qui viennent?
Je crois que la question est bien posée sur la participation à l'avenir. Je ne pense pas qu'il y aura vraiment une concurrence sur les droits du football premium, comme elle peut exister. Mais on a effectivement eu la Premier League sur la plateforme Twitch au Royaume-Uni à la fin de l'été. Amazon Prime, eux, streamaient leur match Premier League sur notre service. Mais je pense que votre question est importante. Votre question, c'est finalement une question sur notre rôle. Quelle sera notre position, notre participation, nos interactions avec la Ligue des différents sports un peu partout dans le monde et pas seulement en France. Je dirais que les autres intervenants ont tout à fait raison. Je ne pense pas que le football ait perdu son public. On parle des jeunes générations, des générations Z ou millennials. Mais effectivement, les choses ont changé, les attentes ont changé. Je pense qu'il existe une attente d'interaction plus forte. Je crois qu'il existe aussi une attente de création de communautés, de fans autour de cette passion, autour de ces clubs sportifs ou d'autres clubs de foot ou d'autres sports. Et il me semble que nous avons des outils, nous avons des fonctions tout à fait uniques et qui permettent précisément ces niveaux d'interaction qui peuvent se former autour de ces clubs. C'est pour ça qu'on voit que l'OM, que le PSG, que Arsenal, le Real, la Juve sont en train de faire le premier pas sur le service Twitch parce qu'ils comprennent bien que ce désir d'interaction, ce désir de lien, de connectivité est très réel et très fort. Et je dirais que Twitch offre aussi la possibilité de dialoguer pas seulement avec des publics de la génération Z, mais peut-être des publics qui ne regardent pas la télé aussi souvent qu'ils ne faisaient. Il y a 40% de nos utilisateurs qui ne regardent jamais la télé. La télé linéaire, je veux dire. Et donc, si vous ne faites que de la télé, il y a 40% du public qui vous échappera, de notre public. Donc il faut être conscient des nouvelles attentes, des nouvelles connexions, de nouveaux liens, créer des liens avec les ligues, avec les clubs eux-mêmes, avec les stars, mais aussi avec les autres fans pour créer communauté. Nous pensons que Twitch, c'est à peu près ce qui ressemble le plus à une réunion physique, réelle, avec des mondes réels dans le monde virtuel. Et c'est ça la raison de son succès. Donc, je pense que Twitch jouera un rôle dans cette dimension-là à l'avenir dans le monde sportif et le monde de la diffusion. Donc, ce sera peut-être pas simplement la diffusion des droits sportifs des premières ligues. Ce qui va vous intéresser, c'est autre chose que diffuser un Paris Saint-Germain-Bordeaux, 90 minutes de match avec des commentateurs. Oui, c'est ça. Absolument. Nous, on ne dit pas que la diffusion de matchs sur une plateforme, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Bien au contraire. Mais il y a tellement d'autres opportunités dans le monde du sport autour de tout ça, en plus de tout ça. Le monde du sportif, l'interaction avec les publics, etc. Et je pense que si on réfléchit que le premium, c'est juste un match de 90 minutes, pensez au reste, que ce soit les émissions de débat qu'il y a avant, qu'il y a après, que ce soit les conférences de presse, que ce soit des débats entre fans qui sont capables de dialoguer en temps réel alors que le match se déroule. Et puis le débat, la discussion avec le club lui-même. Étienne Moati, le football français a attendu ces dernières années que de nouveaux acteurs comme les GAFA, Amazon pour ne pas le citer, viennent se mêler à la partie. Ça n'a pas été le cas? Moi, ça fait des années, donc je suis les appels d'offres, notamment ceux de la Ligue 1, mais aussi un petit peu à l'international. On attend toujours l'arrivée des GAFA qui viennent supplanter donc, les diffuseurs traditionnels, puis on les attend toujours. Alors, ils ont quand même fini par arriver donc sur certains marchés. Amazon est venu, Facebook est venu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça doit être des géants
ça doit être des entreprises qui brassent des milliards et des milliards d'euros. Quand ils investissent dans les droits sportifs, c'est finalement assez modeste. Donc d'un point de vue financier, de toute façon, leur intention n'est absolument pas de remplacer les diffuseurs traditionnels. Et que l'économie des clubs de foot telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle ne pourrait pas exister avec les montants qu'apportent les GAFA. Donc il faudrait qu'il y ait une combinaison des deux, et c'est compliqué, mais si Daniel Burns veut aujourd'hui donc investir dans le football français, il faut qu'il sache qu'en Ligue 1, ils sont prêts à avoir n'importe quelle offre en ce moment. Luc Arondel, ça veut dire, si je suis ce que vient de dire Étienne Moati, que le principal support financier du foot et des clubs, il reste encore aujourd'hui, et sans doute pour les prochaines années, la diffusion à la télé de manière assez classique. C'est vrai que si on regarde les budgets des clubs, ils sont essentiellement... Alors, c'est pas forcément vrai pour tous les clubs, mais en moyenne, c'est vrai que les droits télé représentent entre 50 et 60% du budget de la Ligue 1, par exemple. Donc, ils sont extrêmement dépendants des droits télé, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Alors après, c'est vrai que vous parliez des GAFA, l'arrivée des GAFA. Donc c'est vrai, ce qu'il faut s'interroger aussi, c'est de savoir quel est l'intérêt aussi de ces GAFA pour investir dans le foot. Et pour l'instant, c'est pas très clair. Donc effectivement, il y a Amazon qui s'est placé sur des matchs de Première Ligue, des matchs de Serie A, etc., des matchs de Champions League. Mais effectivement, on ne sait pas trop effectivement quel est l'intérêt qui pourrait tirer effectivement d'une diffusion pour l'instant, hein, une diffusion du football. Mais il y a aussi un autre élément qui va rentrer dans la discussion, et notamment à travers votre question sur les nouveaux entrants. Alors là, on s'est beaucoup tourné sur la demande, mais qu'est-ce que va être l'offre de football dans les prochaines années? Ça, c'est une grande question aussi, parce que là, on a vu récemment toutes les discussions qui sont faites sur l'apparition d'une Super League, etc. Et ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, et y compris pour les ligues domestiques, parce que s'il y a une création de Super League avec à la clé des gros budgets effectivement de télé, par exemple, c'est vrai que si vous regardez du côté du marché américain, la NFL, hein, le football américain, ça génère à peu près de 7 à 8 milliards d'euros de droits TV. La Première Ligue actuellement, c'est autour de 3,5 milliards par saison. Donc vous voyez, effectivement, si vous imaginez une Super League à 5 milliards d'euros, voilà, ça peut effectivement, ça peut aussi complètement changer, hein, l'univers un petit peu des médias au niveau du foot européen. La Super League, Étienne Moati, ce serait une Ligue des champions fermée qui viendrait supplanter les championnats nationaux. Vous y croyez ? Écoutez, j'ai la chance ou la malchance d'être un vieux journaliste, et ça fait 30 ans que j'entends parler de cette Super League. Donc c'est véritablement le serpent de mer auquel je ne crois absolument pas du tout. J'y crois pas, je pense pas parce que je suis naïf et que je pense qu'il n'y a que des gens vertueux qui veulent garder donc le football tel qu'il est aujourd'hui, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas d'économie pour ça, et que finalement cette Super League dont on parle tout le temps, elle existe quasiment déjà, elle s'appelle la Ligue des champions, où vous avez les plus grands clubs européens, 4 Anglais directement qualifiés, 4 Espagnols, 4 Allemands et 4 Italiens, un peu moins de Français malheureusement, et que si déjà la Ligue des Champions fait énormément de recettes, mais aujourd'hui n'a plus de recettes véritablement qui vont être en augmentation, les championnats nationaux qui ont une très forte valeur et qui aujourd'hui ont du mal à trouver des diffuseurs, vous n'allez pas en claquant des doigts trouver 5 milliards comme ça. Donc ce sont surtout des menaces qui sont brandies en fait par les grands clubs pour obtenir plus d'argent dans les négociations avec l'UEFA sur la Ligue des Champions qu'une véritable réalité. Damien Burns, avant de vous libérer, parce que vous avez des obligations horaires, on va faire un petit peu de football fiction. Si demain, on peut installer une petite caméra sur quelques joueurs durant une rencontre de football, qu'on offre la possibilité à l'utilisateur de Twitch de changer de joueur, de choisir sa caméra, son angle de vue, est-ce que ça peut vous intéresser ? Absolutely. Yeah, I think it's a great question. Ah oui. It's Ah just oui. like, if Alors, you can, ça, c'est une bonne question. could you, and would Si you? on And, pouvait le faire, est-ce qu'on le ferait? D'abord, en ce qui me concerne, je pense qu'il y aurait pas mal d'expérimentation en la matière. D'abord, pour démarrer, à un coût marginal aujourd'hui, mais les coûts de la technologie requise pour faire ce genre de choses va forcément baisser. Et
à terme, je pense qu'on va pouvoir voir ce genre de choses. On voit que de plus en plus de matchs sont diffusés en direct. Les caméras sont gérées par de l'intelligence artificielle. Et ce que vous venez de décrire, je pense que c'est absolument envisageable. Et cela permettra effectivement beaucoup de nouvelles choses. Pourquoi pas à l'Arsenal? Je sais qu'il se passe beaucoup de choses chez Arsenal. C'est mon équipe. J'ai cru comprendre, Damien. J'ai une dernière question. Est-ce que Arsenal sera champion cette saison? Alors, si je devais parier, je ne parierais pas dessus. Je crois que pour l'instant, ils y travaillent dur, mais nous n'y sommes pas encore. Voilà, pour l'instant, les années Arsène Wenger, on n'y est pas encore. On est sur la bonne voie, mais pour l'instant, ils y travaillent encore. Merci à vous, Damien Burns, d'avoir participé à Média en scène cet après-midi, vice-président Europe de Twitch. Vous interveniez en direct de Londres. On l'a bien compris. Luc Arondel, économiste, Étienne Moati, spécialiste des questions de médias au journal L'Équipe, avec nous pour cet échange sur la place pour les nouveaux entrants autour du football. Les évolutions technologiques auxquelles Damien Burns se dit favorable. Étienne Moati, c'est de la science-fiction totale. Ou bien on réfléchit du côté des clubs, du côté des instances, à changer la médiatisation du sport et du football en particulier, parce que il peut y avoir une usure et la nécessité de séduire des publics plus jeunes. Écoutez, évidemment que oui, la technologie va très très vite, donc évidemment, mais moi je me rappelle déjà en avoir parlé avec Pierre Lescure, à l'époque président de Canal+. Ils avaient déjà énormément d'idées assez futuristes à mettre en place, et aujourd'hui, évidemment, avec les moyens technologiques qui existent, ça va devenir possible. Mais bon, la diffusion du football, finalement, le téléspectateur, ce qu'il veut, c'est son match réalisé dans de bonnes conditions. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit un élément qui permette de vendre davantage d'abonnements. D'ailleurs, quand Mediapro est arrivé sur le marché français, de manière un tout petit peu méprisante, ils ont expliqué qu'ils allaient un petit peu réinventer les retransmissions. Bon, ce n'était pas très aimable pour Canal+, qui passait pour une chaîne assez novatrice depuis pas mal d'années. Et puis finalement, quand ils se sont lancés, on était un petit peu déçus par les captations sur les matchs. Ils n'ont pas révolutionné grand-chose. Donc évidemment, les avancées technologiques, ça peut séduire quelques-uns, mais ce n'est pas ça qui fait la valeur d'un marché. Luc Arondel, est-ce que, même chose, il peut y avoir un modèle économique autour de ces nouveaux acteurs? On a parlé de Twitch, on a parlé d'Amazon. Est-ce que ça peut engendrer une mutation technologique autour du sport? Alors, je ne sais pas si on peut parler... Enfin, moi, je ne suis pas très spécialiste de ça. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment l'apport de la technologie? C'est surtout ce que je disais au départ, c'est-à-dire que c'est sans doute, ça sera lié effectivement à la nouvelle façon de regarder un petit peu le sport par les nouvelles générations. Et donc, quand on voit effectivement, quand on regarde un petit peu comment les nouvelles générations, la fameuse génération médiane consomme, et peut-être aussi dans les autres générations, il y a peut-être aussi, il y a peut-être aussi des changements, mais c'est vrai que il y a peut-être plus alors on parlait d'interaction tout à l'heure, il y a peut-être plus effectivement à voir de ce côté-là, c'est-à-dire le côté effectivement on regarde pas forcément de la même façon, de manière pendant 90 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas plus de consommation de grands moments effectivement, et puis ça passera surtout sur les nouvelles formes de diffusion, je pense. Bon, on parlait d'OTT, on parlait des réseaux sociaux, des choses comme ça, et c'est sans doute là que peuvent effectivement intervenir ou venir les GAFA, quoi. C'est sur ces nouvelles formes de consommation du foot, qui comme je rappelle et comme je disais au début, ne se substituent pas forcément à la vision du match global en live sur 90 minutes. C'est plutôt incrémental, on va dire. On a beaucoup parlé du football, les nouveaux entrants sur le marché de la médiatisation du foot. Mais il y a beaucoup d'autres sports, et il y a une chaîne que vous connaissez bien, Étienne Moati, qui est la chaîne L'Équipe, qui est... Très bonne chaîne. Voilà, au passage, on peut le dire, qui est un nouvel entrant sur le marché du sport, qui n'était pas là il y a 30 ans, et qui a réussi à se faire une place sur des sports qui n'étaient pas des sports médiatisés. Là, il y a une stratégie qui a permis à cette chaîne de rentrer dans l'univers du sport.
Absolument. Donc, il y a eu d'immenses succès d'audience sur la chaîne L'Équipe avec un sport, par exemple, comme le biathlon, où on avait la chance d'avoir un grand champion, Martin Fourcade, mais donc, qui est un sport extrêmement télévisuel et donc qui a séduit, je dirais quasiment au-delà de nos espérances, un public extrêmement large, donc, alors que c'est un sport vraiment confidentiel avec très très peu de licenciés, où les gens qui commençaient à le regarder au début ne savaient même pas vraiment comment ça fonctionnait, et ça fonctionnait très très bien. Mais donc vous évoquez la chaîne L'Équipe, merci pour nous, mais même sur le marché du football, en fait, la chaîne L'Équipe, qui est une chaîne évidemment gratuite, retransmet donc énormément de football avec des matchs internationaux de très grande valeur, notamment par exemple en ce moment la Ligue des Nations. Et puis j'irais même jusqu'à dire que, et ça montre, et là il y a une telle dispersion aujourd'hui sur la télévision payante de l'offre de football, c'est que nous on fait par exemple un programme, alors qu'on n'a pas complètement inventé, parce que les Italiens faisaient déjà ça il y a assez longtemps, qui est la diffusion d'un match sans en avoir les images. Ça s'appelle la grande soirée et ça fonctionne très très bien en termes d'audience, parce que ceux qui le font très bien, et que finalement il y a beaucoup de gens qui sont des passionnés de football qui se disent bon bah finalement ce match-là de Ligue des Champions qui va être sur RMC Sport, peut-être ensuite maintenant sur Téléfoot, et ben finalement je ne vais pas m'abonner à cette chaîne-là, finalement je vais regarder ce programme-là, ça me suffit. À la fin, avec le droit à l'info, j'aurai donc le résumé du match, et puis des débatteurs derrière qui vont m'expliquer, qui vont me le commenter, et ça me suffit pour le moment, parce que c'est ça aussi le problème du football, c'est que l'offre est extrêmement éclatée. Et juste un petit mot, il est complètement éclaté. Et il y a un autre problème chez les nouveaux entrants qu'on n'a pas évoqué. Chez les nouveaux entrants, il y a les pirates. C'est qu'aujourd'hui, sur le marché de la télévision payante, mais vous avez le piratage. Ça a été évalué de manière extrêmement sérieuse par Adopi à 3 millions de personnes qui piratent des programmes sportifs. C'est-à-dire que vous imaginez le manque à gagner pour les chaînes de télévision payantes, c'est colossal. Et c'est extrêmement difficile de lutter contre ce piratage-là. Donc moi, je suis un tout petit peu inquiet pour les ayants droit, pour ceux qui veulent vendre aujourd'hui leurs droits, parce qu'avec l'éclatement du marché, c'est compliqué. Et avec ce piratage où pas simplement des jeunes et pas simplement des voyous, j'aurais tendance à dire, achètent des boîtiers pirates, je dirais c'est un petit peu, aujourd'hui, n'importe qui peut le faire avec une offre qui est quasiment une offre semi-officielle. Luc Arondel, le piratage, il peut saper le modèle économique du foot dans les années à venir, ou peut-être est-il d'ailleurs déjà en train de le faire? Il y a deux façons de voir les choses. Bon, effectivement, il y a le fait de le réprimer, enfin, bon, ça c'est la première chose, mais aussi il y a une façon économique de le faire. C'est vrai que je pense que là, en France actuellement, pourquoi il y a beaucoup de piratage, c'est vrai que d'une certaine manière, l'offre de foot à travers tous les multi-abonnements, c'est vrai que ça devient assez difficilement compréhensible. Donc, c'est vrai qu'on demande aux consommateurs d'ajouter toujours un abonnement, donc au bout d'un moment, voilà, il ne prend pas l'abonnement et puis il se tourne vers le piratage. Donc, une des solutions, c'est effectivement que l'offre soit beaucoup plus claire et éventuellement moins chère. Je pense qu'effectivement, si vous avez des offres d'abonnement raisonnables, je crois que le consommateur, le supporter, je préfère, le supporter, il acceptera de payer un prix raisonnable pour suivre le foot, parce que c'est vrai que bon, le streaming actuellement, c'est bien. Enfin, je ne parle pas effectivement des boîtiers pirates, mais c'est vrai que si vous essayez de suivre ça en streaming, c'est pas forcément évident. Voilà, la qualité n'est pas forcément évidente. Vous avez plein de choses qui arrivent, etc. Donc, je pense qu'il y a une question de surveillance, mais il y a aussi une question de prix et puis une question de clarté sur l'offre d'abonnement qui peut être faite. C'est vrai que là, je pense qu'on parlait effectivement jusqu'à présent de tous ces abonnements. C'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, si vous voulez regarder la Ligue des Champions, la Ligue 1, etc. Il y a une offre qui est quand même très, très, très complexe et ça se surajoute. Et c'est vrai que dernièrement, ça coûtait quand même assez cher. Si vous voulez regarder la totalité du foot, ça coûtait quand même assez cher. Donc ça, forcément, hein, parce que vous avez quand même derrière, vous avez un consommateur qui est rationnel, qui a un budget, qui essaie de l'allouer de manière optimale, on va dire. Et donc, quelque part, voilà, au bout d'un moment, il dit non, quoi. Merci à vous, Luc Arondel, d'être intervenu depuis Nantes, directeur de recherche au CNRS, spécialisé dans les questions d'économie du sport. Juste pour terminer, moi, pour répondre à Serge Moiti, Étienne Moiti, pardon. Étienne Moiti. La Super League, il faut quand même le prendre. Moi aussi, hein, je suis un vieux de la vieille.
mais je pense qu'il faut quand même prendre ce projet de manière un peu plus au sérieux aujourd'hui. Vous prenez donc ça comme une menace, on va dire, sérieuse pour... Non, pas forcément une menace, mais simplement vous regardez d'un point de vue économique. C'est vrai qu'on voit de plus en plus les inégalités entre les clubs augmenter. Vous regardez dans les ligues, maintenant, c'est vrai que c'est pareil, au sein de chaque pays, vous avez des inégalités qui augmentent, ça augmente en Europe. Est-ce que la traduction, ce ne sera pas la création d'une Super League? Ça, c'est vrai que par rapport au serpent de mer, c'est comme des éléments qui ont changé récemment. Et en plus, je pense que l'histoire de la crise là, va peut-être accélérer les choses. Mais bon, moi, je n'ai pas une boule de cristal non plus. Hein. Merci à vous, Luc Arondel. Dernière question, Étienne Moati. On a parlé de l'éclatement des droits, le nombre de chaînes auxquelles il faut s'abonner pour suivre le football en particulier. Est-ce que ça veut dire que le foot devient invisible pour toute une partie de la population? On regarde moins aujourd'hui. Un classico, Paris Saint-Germain-OM, fait moins d'audience aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On en parle peut-être moins le lendemain à la machine à café. Est-ce que c'est un risque aussi pour le foot d'effacement du paysage? Oui, c'est un risque qui existe déjà depuis longtemps, parce qu'à chaque fois que vous avez un nouvel entrant, il faut qu'il tente de se faire une place. Donc recruter des abonnés, c'est compliqué. Comme on l'a dit tout à l'heure, de toute manière, tous ont échoué. Donc finalement, vous repartez toujours un petit peu de zéro. Et puis aujourd'hui, même Canal+, qui diffuse en ce moment l'affiche du samedi soir, fait des scores d'audience qui sont assez faibles, et ils ont fait des audiences supérieures avec des grands prix de Formule 1 qu'avec des grands matchs de Ligue 1. Donc c'est une grande nouveauté, et ce qui pose un vrai problème aujourd'hui à la Ligue quand elle tente de convaincre Canal+ de venir sauver sa peau. C'est que les dirigeants de Canal+, qui sont loin d'être des philanthropes, regardent les courbes d'audience et se disent: est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter aujourd'hui de la Ligue 1 à la Ligue 1? En tout cas, au montant qui nous sont demandés, on va y réfléchir à deux fois. Et ce qui explique que le sport, en clair, le Tour de France, Roland-Garros, fasse de très bons chiffres d'audience. On l'a vu encore cet automne, et on le voit aussi pour les événements qui sont diffusés sur la chaîne L'Équipe. Merci à vous, Étienne Moati, journaliste à L'Équipe, spécialisé dans les questions de médias. Je précise aussi que le sport, c'est aussi à vivre sur France Info, sur les antennes de Radio France, en direct, pour les analyses, les décryptages, etc., etc. Jérôme Cadet, qu'on gardait un petit peu de temps pour des questions. Est-ce que vous en avez eu sur la tablette, ou on a un problème technique? Non, j'ai eu des questions, mais on y avait déjà répondu. J'en ai une à l'instant. Parce que pour tout vous dire, on attend l'arrivée de Vincent Giret et David Barou des Échos. Ils ne sont pas encore tout à fait là. Ils sont dans un taxi pour venir clôturer ce média en scène, mais vous avez un petit peu de temps si vous le souhaitez. Oui, on a une question juste à l'instant, puisque la première portait sur Twitch et sur le fait que Twitch souhaite acheter des droits sportifs dans le futur. On l'a posée à Damian Burns tout à l'heure. Mais il y a une question pour vous, Étienne. Le tarif de l'abonnement ne pourrait-il pas justement faire baisser l'importance du piratage? C'était moins cher si Mediapro avait proposé son abonnement à 10 € au lieu de 19 €, je crois, par mois. 25 € par mois. 25 €, voilà, j'étais un peu en dessous de la réalité. Si c'était 15 € au lieu de 25, par exemple, est-ce qu'il y aurait plus de gens qui renonceraient au piratage? Mais surtout que ce n'est pas simplement 25 €, comme on a commencé à l'expliquer, c'est 25 € pour Téléfoot, la chaîne de Mediapro. Mais si vous voulez avoir aussi l'affiche du samedi soir, il faut aussi être abonné à Canal+, et donc vous rajoutez l'abonnement Canal+. Et puis si vous voulez de la Ligue des Champions, qui est aujourd'hui diffusée par RMC Sport, c'est une belle compétition, la Ligue des Champions, il faut aussi aller vous abonner à RMC Sport. Donc ça fait beaucoup d'argent. Et puis une complication même d'ordre technique, c'est-à-dire que pour s'abonner, il faut avoir le bon opérateur, celui qui distribue la chaîne que vous souhaitez. Donc une grande complication et des moyens financiers extrêmement importants. Et les jeunes, aujourd'hui, eux, se sont habitués à des offres extrêmement simples. En termes de cinéma, c'est par exemple Netflix. Voilà, c'est finalement relativement bon marché. En tout cas, c'est moins cher que du football. Et vous avez une offre globale. Pour la musique, c'est Spotify. Et c'est une offre simple et qui est également bon marché. Donc certains rêvent. Jean-Michel Aulas l'a évoqué. C'est ça, j'allais vous relancer. Jean-Michel Aulas a parlé d'un Deezer du sport. Un Spotify du foot. Voilà, aussi. on aurait sur une application toutes les rencontres en France, ailleurs, à l'étranger. On pourrait choisir via un abonnement. Est-ce que c'est un modèle qui vous paraît crédible ? C'est un modèle qui pourrait éventuellement être souhaitable pour les téléspectateurs, pour les utilisateurs. Après, est-ce que ce modèle-là, il vous permettra de réunir autour d'1 milliard d'euros par an pour
pour les grandes ligues européennes, qu'elles soient françaises, anglaises, italiennes, espagnoles ou allemandes, j'ai des doutes, parce que donc, ces gens-là, comme ceux de Canal+, que je sais tout à l'heure, ne sont pas des philanthropes. Ils n'ont pas l'habitude de verser donc, des minimums garantis aussi importants donc, pour diffuser des programmes. Donc ça voudrait dire, j'imagine, que les clubs de foot européens devraient se serrer un tout petit peu plus la ceinture, verser des salaires un peu moins importants aux joueurs. Mais finalement, c'est peut-être souhaitable. Alors c'est peut-être souhaitable. Est-ce que c'est en cours? Parce qu'on sait qu'en Espagne, il y a eu des négociations, notamment au FC Barcelone, où les salaires ont baissé. En France, il y a eu des accords dans certains clubs au printemps, mais de manière temporaire, puisque la saison en France n'a pas repris. Là, à l'automne, il n'y a pas eu de nouvel accord. Ça veut dire que les salaires, aujourd'hui en Ligue 1, sont les mêmes que ce qu'ils étaient il y a un an? Oui, parce que le football français pensait avoir une augmentation très sensible de ses ressources cette saison avec l'arrivée de ce nouvel entrant Mediapro qui apporte 60% de supplémentaires sur le montant des droits par rapport à la saison dernière. Mais bon, comme ils ont failli aujourd'hui, vous vous retrouvez, on l'évoquait tout à l'heure, dans une situation où à partir du 1er janvier, vraisemblablement, donc, les clubs n'auront quasiment plus de ressources télé qui représentent l'essentiel de leurs revenus. Donc si ça perdure, évidemment qu'il y aura une répercussion sur les salaires, puisque comme ça a été évoqué par Luc Arondel tout à l'heure, le poste salarial, c'est celui qui est le plus important dans le budget d'un club. Donc mécaniquement, il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour comprendre qu'il faudrait qu'on passe par là. Ce qui veut dire que les joueurs auront le choix entre baisser leur salaire ou partir à l'étranger, par exemple, pour ceux qui en auront la possibilité au mercato, ou bien ils seront prisonniers de la situation? Ce qu'il faut savoir, c'est que la situation, elle n'est pas forcément complètement différente dans les autres pays européens. Vous avez eu des baisses de droits donc, sur plusieurs territoires. Mediapro, d'ailleurs, et la Ligue espagnole ont largement communiqué sur le fait qu'il y a eu une ristourne qui a été accordée en Espagne à Mediapro et aux diffuseurs de la Liga. Et puis, les grands clubs européens ont quand même été extrêmement impactés par le Covid. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il n'y a plus de recettes guichets, donc pas simplement en France, mais dans l'ensemble des grands pays européens. Donc aujourd'hui, le marché des transferts pour faire s'échapper les joueurs qui seraient pénalisés chez nous et qui iraient se refaire la cerise ailleurs, c'est aujourd'hui plus compliqué. Et c'est un autre problème pour les clubs français qui avaient budgété 800 millions d'euros sur les transferts, mais qu'avec cette situation sanitaire, les clubs étrangers ont acheté pour 2 fois moins de nos joueurs français. Alors, ils restent chez nous, mais en tout cas, ça ne donne pas de possibilité pour ces joueurs d'aller voir ailleurs. Alors, il y a cette crise du Covid qui tarit les finances du côté de la billetterie. Mediapro a mis en avant cette crise pour expliquer qu'évidemment, dans ces conditions, le football français valait moins cher. C'est uniquement un prétexte, ou bien il y a quand même un fond de vérité qui fait qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte sanitaire, du fait que les stades sont vides, eh bien, le football français vaut effectivement moins cher et que la donne a vraiment changé? On ne peut pas nier que la pandémie de Covid impacte l'ensemble de l'économie et donc le football aussi. Maintenant, on l'a évoqué tout à l'heure, le business plan de Mediapro, il laissait sceptique beaucoup de monde quand ils sont arrivés il y a 1 an et demi et qu'ils ont acheté les droits. Et quand vous êtes un nouvel entrant, il faut que vous ayez les reins suffisamment solides pour laisser venir peu à peu quand même des abonnés. Quand vous visez 3,5 millions d'abonnés, vous n'allez pas les recruter en 1 mois. Et c'est en 1 mois que Mediapro a arrêté de payer. Donc c'était aussi également un prétexte et que cette pandémie, elle a permis à Mediapro sans doute d'avoir là une opportunité pour essayer donc de faire baisser ce contrat ou peut-être même plus généralement de sortir totalement de ce contrat. C'est un groupe qui est présent ailleurs en Europe, pas uniquement en France. Est-ce qu'il y a des signaux de faiblesse ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a d'autres championnats qui se retrouvent confrontés aux mêmes problèmes que la Ligue 1 et que les Français? Ou bien peut-être eux ont-ils pris plus de précautions que les Français au moment de signer les contrats? Ou bien est-ce que Mediapro fait défaut partout dans le monde? Parce que c'est un groupe qui n'a pas que des intérêts dans le football, qui est aussi investi dans le cinéma et dans d'autres secteurs. Certains ont en effet pris plus de précautions qu'on en a prises. La Serie A, le championnat italien de football, était en discussion avec Mediapro avant que Mediapro signe en France et ils avaient demandé une garantie bancaire à Mediapro que Mediapro n'a pas voulu fournir et donc la Serie A italienne n'a pas fait affaire avec Mediapro. Et c'est quelques semaines plus tard que Mediapro a répondu à l'appel d'offres sur les droits de la Ligue 1 en proposant autour de 800 millions d'euros par an.
Et forcément, à ce moment-là, vous auriez dû vous poser quelques questions. Il y avait au moins des signaux d'alerte qui avaient été déjà activés en Italie. Mais bon, on va dire l'appât du gain, diront certains. En tout cas, la volonté de faire progresser votre secteur d'activité a été le plus fort. Et la Ligue a signé avec Mediapro et n'a pas pris les précautions nécessaires parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de garantie bancaire. Donc, ils ont un cautionnement solidaire de l'actionnaire qui, aujourd'hui, ne vaut strictement rien. La tentative du football français de se médiatiser davantage à l'étranger, là encore, ça a été présenté ces dernières années comme la possibilité d'avoir de nouveaux revenus. Je pense à la Chine, par exemple. Est-ce que ça se traduit concrètement aujourd'hui pour le football français par de l'argent qui rentre, ou bien est-ce que de ce point de vue-là, les Anglais ou les Espagnols ont définitivement une longueur d'avance sur nous ? Ouais, une longueur, vous êtes gentil. Je pense qu'ils ont une dizaine de longueurs d'avance. C'est ça qui est inquiétant pour le football français. L'appel d'offres de la Ligue, ils ont mis un match le dimanche à 13h, donc pour le marché asiatique. Voilà, maintenant, c'est une course d'obstacles extrêmement longue et les places ont déjà été prises par les autres grands championnats européens. Et aujourd'hui, pour la Ligue 1, c'est très, très difficile de faire évoluer favorablement ses droits à l'étranger. Merci beaucoup, Étienne, d'être resté avec nous cet après-midi pour Média en scène et pour parler de sport. Merci également à Luc Arondel, que je salue une dernière fois, d'avoir participé à Média en scène. Étienne Moati du groupe L'Équipe et Luc Arondel, directeur de recherche au CNRS. Et merci à vous, Jérôme Cadet, rédacteur en chef à la direction des sports de Radio France. Il est l'heure de refermer cette 3e édition de Média en scène. Et pour